La Place du Souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons e-souvenir, un concept qui a pour but de faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente Djibril Diop Mambéty, un phare du cinéma africain. Djibril Diop Mambéty, celui qu'on surnommait l'enfant terrible du cinéma, est né en 1945 à Colobane, dans la banlieue de Dakar au Sénégal. À la différence de beaucoup de ses contemporains africains, il commence à faire du cinéma sans aucune formation théorique ni pratique. Ce génie du 7e art a joué dans plusieurs productions et pièces de théâtre italiennes et sénégalaises. Il crée le premier café-théâtre sénégalais à l'âge de 17 ans. Il fut durant un temps sociétaire du Théâtre national Daniel Sorano de Dakar. Ce comédien metteur en scène n'a réalisé que quelques films au cours de sa courte vie. Mais chacun d'entre eux est très spécial et possède une énergie unique, à savoir Contrast City, Badou Boy, Tukibuki, Ien, etc. C'est vrai que Djibril Diop Mambéty est un cinéaste quand même qui compte dans la cinématographie sénégalaise pour une simple raison, c'est d'abord le côté peut-être atypique de son cinéma. Mais il faut tout placer dans le contexte. Nous étions effectivement dans les années 60, et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? Il y avait eu une grande révolution même de la cinématographie, en partant de la nouvelle vague en France, ensuite au Brésil, le cinéma nouveau brésilien, et puis il y a eu aussi la conférence d'Alger où les réalisateurs, nos premiers réalisateurs se posaient la question: quel type de cinéma peut-on faire pour l'Afrique? Un cinéma qui ne ressemble pas au cinéma occidental, qui ne ressemble pas aussi au cinéma hollywoodien. Donc il y avait là une réflexion sur le cinéma que les Africains, les cinéastes africains devaient faire au service, bien sûr, du public africain. Ensuite, il y a eu le Festival mondial des arts nègres qui a révélé vraiment Ousmane Sembène avec La Noire d'Or et d'autres cinéastes aussi comme Mustapha Alassane du Niger. Donc là, on commençait à connaître bien sûr nos premières individualités cinématographiques et ça a motivé aussi d'autres jeunes qui venaient après. Et puis ce qui s'est passé aussi, il y a mai 68. Pourquoi j'évoque mai 68? Mai 68, c'est un moment clé de la jeunesse comme à travers le monde. Chaque pays ou chaque continent a eu son mai 68. Mais ici, je crois que si on veut comprendre le cinéma de Sembène, c'est à raccrocher à ce mai 68. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en mai 68? C'était avec ce slogan « Il est interdit d'interdire ». Donc une liberté de création, le fait de ne plus obéir à des règles qui guidaient la fabrication d'un film et même de remettre en cause le langage cinématographique. À titre, le premier film de Mambéty vient quand même en 69, okay? Contrast City. Contrast City, c'est vraiment la matérialisation de la liberté de création de Djibril Diop Mambéty. Un cinéma qui déstructure la narration, le récit, puisque jusqu'à présent, nous tous nous étions habitués, et lui-même d'abord était habitué, à ce narratif, disons, horizontal où on allait quand même du début à la fin d'une histoire. Or, avec bien sûr le cinéma brésilien, mais aussi avec d'autres cinémas, on a commencé à briser cette linéarité du récit. On ne partait plus du début à la fin, mais en fait, c'était presque un cinéma un puzzle, un peu déstructuré, ce qui a fait que quand effectivement Tukibuki a été montré, mais beaucoup de nos critiques de l'époque, du Soleil, les Harry Harindao et d'autres qui n'avaient des yeux que pour Sembène Ousmane, ont créé quand même, on dit, bon, ce gamin-là ne savait pas faire de film, qu'est-ce qu'il est venu faire dans le cinéma? C'est un homme de théâtre, c'est un comédien du théâtre, et il s'amuse maintenant à être cinéaste, il ne connaît pas, regardez ses plans, regardez ses trucs. Il y a eu beaucoup de critiques sur sa cinématographie, ce qui a valu quand même, disons, une déception chez Djibril Diop Mambéty, puisque le film est resté presque 10 ans sans être vu à l'écran. C'est après qu'on l'a découvert. Et puis, on a vu que c'était quand même un cinéma novateur.
qui prédisait déjà un mode de cinéma et d'approche cinématographique. Et aujourd'hui, Touki-Bouki est enseigné presque dans les grandes écoles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, etc. Si Scorsese, qui est quand même un grand cinéaste américain, est tombé presque amoureux de ce film au point de restaurer aujourd'hui Touki-Bouki, ça veut dire que c'est un film qui a de la valeur. C'est un film qu'il faut regarder, analyser et apprendre ce qu'était le cinéma de Djibril Diop Mambéty. Donc, cette liberté, Djibril Diop Mambéty l'a toujours eue aussi. Parce que, effectivement, s'il a été renvoyé au théâtre Sorano, c'est parce qu'il était indiscipliné. Il venait à 16 heures, il ne venait pas à 8 heures, à 7 heures, en tout cas à l'heure convenue, pour venir au théâtre. Bon, et c'était son esprit libre, non obéissant à des règles imposées, et sa liberté aussi de création qu'il a manifestée tout au long de sa carrière cinématographique. Je parlais tout à l'heure de Contra City. Contra City, quoi, c'est le début de la dérision, parce que le cinéma de Ousmane Sembène est fondé sur la dérision. Comment rire de quelque chose de sérieux, comment se moquer. Contra City, c'est quoi? Contra City, Djibril Diop Mambéty qui se promène dans Dakar et qui constate que Sorano, qui est le grand théâtre qu'il a abrité, quand même ne ressemblait pas à un théâtre. C'était plutôt une architecture d'HLM, à l'époque comme en France. Et il s'est moqué effectivement en disant, bon, ça c'est n'importe quoi, ça ressemble plus à un HLM qu'à un théâtre. Quand même. Ensuite, c'est à la Chambre de commerce. Il dit à la Chambre de commerce, voilà, c'est ça qui devrait représenter quand même le théâtre. Et dans les images que l'on voit, on voit bien sûr Othello, ce grand texte quand même anglais. Parce que Djibril Diop Mambéty aussi a joué au théâtre les grands textes. Donc, dans ces images qui montrent la Chambre de commerce, on voit l'image aussi de Othello. Ça veut dire quoi? C'est la place du théâtre, c'était plutôt la chambre de commerce. Ensuite, au marché de Kermel, qui ressemble plus à une mosquée orientale qu'à vraiment un marché. Et à côté de cela, cette ville, qui était le cœur de la ville, cette ville européenne, faite un peu de briques et de brocs architecturaux. Donc, en opposé, il y a eu Koloban. Et on se rend compte que dans le cheminement de la ville de Dakar, il y avait une division. Il y avait la ville africaine, qui était Koloban, et il y avait la ville européenne aussi, qui était le cœur de la ville. Et que la vraie vie se passait plus dans le quartier africain et sénégalais, qui était Koloban, que dans la ville européenne. Dérision aussi, ils se moquent des Baïfal parce que sont celles qu'ils promènent et qui est invisible. Et ça aussi, c'est à retenir. Parce que durant tout le parcours, le protagoniste parle avec une touriste. Mais on ne voit jamais. Au début, on voit une charrette, mais on ne voit jamais cette touriste, parce que c'est une fille, qui rencontre un Baïfal et l'autre qui lui dit, l'Européenne, qui lui dit, mais ce sont des beatniks. Il dit non, ce sont des Baïfal, etc. Et qui explique. Donc vous voyez le cinéma, comment Djibril, dans son récit, déstructure la narration, comment Djibril aussi fait de la dérision une certaine poétique, une certaine esthétique aussi du film. Et ça, c'est intéressant, c'est à enseigner, c'est à voir et revoir aussi tous ces films-là. Avec Badou Boy, là aussi, c'est Djibril qui se met lui-même en scène. Bon, parce qu'en imitant Charlot, et en imitant Charlot, ça renvoie d'abord à son enfance, c'est que Djibril Diop Mambéty, avant de venir au cinéma, était aussi un cinéphile. À l'époque, on l'était tous, parce que la télévision n'existait pas, il n'y avait que le cinéma, et tous les soirs, les salles de cinéma étaient remplies. Donc, il avait déjà, comme tous les jeunes de l'époque, une culture cinématographique. À force de voir les films, on savait comment était fait un film, on était habitué effectivement à la linéarité de la narration, un film qui commence A et qui se termine par Z. Okay. Le western était aussi le genre privilégié à l'époque. Film de cow-boy comme on l'entendait. Et ça se voit, les références cinématographiques de Djibril Diop Mambéty se voient à travers les films. Déjà, même dans son avant-dernier film, long métrage, plutôt Ien, Lingaramantou, on voit bien qu'il y a la présence d'un trappeur. C'est celui qui avait son poulet avec sa plume
etc. Ça, c'est une référence au trappeur. Le fait d'avoir des plans larges, là aussi, ça vient du western. Le train, quand on pense au dernier train de Gun Hill, qui était un western, quand même, on voit très bien la filiation qui existait entre Djibril Mambéty et le film western, qu'il reproduit aussi dans Yen. Donc, à travers le film de Djibril Mambéty, on peut y lire ses références cinématographiques, on peut y vivre sa manière de filmer, la non-obéissance à des règles classiques imposées au cinéma, la grammaire cinématographique, mais aussi sa poétique aussi cinématographique. C'est ce que Djibril Mambéty apporte au cinéma sénégalais. Ce qu'on peut dire de Djibril Mambéty, parce que le plus souvent, il y a l'image de Djibril Mambéty qui cache, surtout pour les jeunes, qui cache un peu son travail. Quand je dis l'image de Djibril Mambéty, c'était un gars désinganté, qui s'accompagnait avec ce qu'il appelle les gueux de Colobane, les petites gens, disons. On le voyait, pas du tout, il ne se prenait pas au sérieux. Donc c'est ce côté un peu étonnant de l'artiste que beaucoup de jeunes retiennent. Et ceux qui essaient d'imiter Djibril Mambéty, c'est ce qu'ils retiennent de Djibril Mambéty, qu'ils essaient de faire. Or, Djibril Mambéty, d'abord, avant de venir au cinéma, il faut quand même être quelqu'une de cultivé d'abord. Djibril Mambéty, en étant comédien à Sorano, ça veut dire qu'il a lu les grands textes de l'époque, avec même Césaire. Il a joué aussi dans Le Roi Christophe de Césaire. Donc il a travaillé aussi dans les grands textes, quand je faisais référence à Othello à l'époque, effectivement. Donc Djibril Mambéty était quelqu'un de cultivé, d'abord avant de venir au cinéma, et ça, effectivement, je ne dis pas qu'il le doit au théâtre, mais en tout cas, le théâtre l'a renforcé aussi en lisant ces grands textes, en comprenant aussi le personnage, la psychologie du personnage, parce que ça aussi, on l'apprend au théâtre. Le théâtre a donné au cinéma la mise en scène. Ça, il ne faut pas aussi l'oublier. Si le cinéma est devenu 7e art, c'est qu'à la naissance du cinéma, avec Méliès, il y avait quand même le théâtre qui était là bien présent. Donc, effectivement, cette mise en scène, les séquences, tout cela vient effectivement du théâtre. Donc, la force de Djibril Mambéty, ça a été d'abord ce comédien-là, sa culture. D'abord des grands textes, des grandes œuvres, sa passion justement pour la lecture, effectivement. Et le fait, quand même, travaillant avec le corps au théâtre, on connaît forcément la psychologie du personnage. Quand on vous donne un rôle, vous savez en tant que comédien ce que vous pouvez y apporter, indépendamment de ce que le scénariste ou le dramaturge a écrit. C'est ça qu'on attend d'un comédien. On vous donne un personnage, on vous dit, il faut l'enrichir. Il faut que ce personnage-là avance dans sa psychologie. Et que d'abord, la première question, vous comprenez la psychologie de ce personnage-là. Est-ce que vous comprenez sa position par rapport aux autres protagonistes aussi? Donc, parce que c'est un ensemble. Une fois que vous l'avez compris et intégré, ça veut dire qu'effectivement, quand vous êtes réalisateur, vous êtes un bon metteur en scène. Et Djibril Mambéty l'a montré. En tout cas, de ma connaissance, l'un des seuls ou des rares réalisateurs qui, dans le tournage, quand on dit couper, il n'est jamais du côté des techniciens. Il prend son comédien, il va avec lui, on peut retirer et il parle. Avec lui, il discute, il rigole, etc. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut saluer, que les jeunes peuvent apprendre. L'autre aspect aussi, c'est l'approche de Djibril Mambéty par rapport aux comédiens. Vous savez, quand Djibril Mambéty vous choisit, parce qu'il a écrit, il est scénariste aussi, vous a choisi, il écrit son projet de film et il pense à vous. Il ne vient pas directement vous le dire. Sa stratégie, c'est d'abord de vous observer, ensuite pour voir votre comportement à distance, etc. Quand il est certain que vraiment vous obéissez au profil qui s'est fait, il commence à être votre ami. Donc il vient vous approcher, tous les jours vous êtes ensemble, soit dans les bistrots, soit un peu dans ces vagabondages nocturnes, etc., etc.
Donc vous dites qu'effectivement vous êtes l'ami de Djibril Diop Mambéty. Il vous traîne partout, vous discutez de tout et de rien, etc. Plus on s'approche du tournage, et il vous dit, comme ça, il vous remet d'abord le scénario, et vous dit, bon, lisez-moi ce scénario, etc. etc. Bon, vous lui lisez, et vous lui dites, est-ce que ça vous plairait de jouer dans ce film? Et forcément, puisque vous êtes l'ami, vous n'allez pas lui dire non. D'abord, il était un immense réalisateur, vous êtes flatté. D'abord que Djibril Diop Mambéty vous propose son scénario et ensuite vous demande quand même si ça vous plairait de jouer dans ce film. C'est ce qu'il a fait avec Linguère Ramatoune. J'étais là quand il faisait son casting. Mansour, celui qui incarne, ne devait pas incarner ce rôle-là. C'était prévu pour quelqu'un d'autre. Et bon, on traverse donc le bras de mer de Ngor, parce qu'il habitait à Ngor, l'île de Ngor. Et bon, il y avait Makoura Diégué, il y avait son compère, donc comédien, et il y avait effectivement Mansour, et on traverse. On vient donc chez Mambéty. Mambéty était dans sa chambre, et il les appelait un à un, quoi. Et quand il a dit à Mansour, non, je te confie un autre rôle, tu vas jouer quand même le rôle principal. Mais Mansour était dans tous ses états. Mansour est sorti avec le scénario, mais il le lisait comme s'il lisait le Coran. Mais écoute, je l'ai vu, il commençait à annoncer, mais parce que Djibril Diop Mambéty l'avait travaillé bien avant. Il était son copain, on se retrouvait tous au Centre culturel français, donc l'actuel Institut français. Et bon, c'est comme ça, il l'a fait avec Dieye Madieye aussi. Et Dieye Madieye me raconte aussi dans l'une des interviews que j'ai eues avec lui pour Le Franc. Il m'avait dit, mais écoute, Djibril, effectivement, il m'observait parce que je jouais dans les bars, il m'observait et puis bon, il me donnait un verre de temps en temps, on s'accompagnait aussi et il m'a donné Le Franc, le synopsis du Franc, en me disant effectivement que j'allais jouer le personnage central. Et quand Djibril Diop Mambéty vous le dit, vous êtes prêt à vous sacrifier quand même pour honorer le film, le réalisateur, mais aussi le film de Djibril Diop Mambéty. Et c'est comme ça. La dernière scène du Franc, avec cette porte qui est dans la main, mais Dieye me dit, mais moi presque tout ce qu'on m'a payé, je l'ai dépensé en soins, parce que la porte a failli m'étrangler. Parce qu'il fallait effectivement que je me donne à fond pour obéir aux exigences de Djibril Diop Mambéty. Donc voilà ce que, dans le choix des castings, on parle beaucoup de casting sauvage, mais il y a une autre approche, c'est l'approche effectivement de Djibril Diop Mambéty. Comment on peut l'observer, observer le comédien que vous avez à distance pour analyser ses comportements, sa manière de marcher, sa façon de parler, quels sont ses hobbies, l'accompagner un peu partout, ensuite en faire un ami, et puis ensuite lui proposer maintenant le rôle. Déjà, il a la confiance. Vous avez fait tout un cheminement qui montre que le comédien d'abord a d'abord la confiance, a acquis votre confiance mutuelle. Et c'est pour cela que quand il vous donne le rôle, vous êtes prêt quand même à vous surpasser pour effectivement être à la hauteur, être d'abord cultivé, s'intéresser à beaucoup de choses, à la littérature, au théâtre, savoir observer, etc. Ça sont les qualités d'un réalisateur. Deuxièmement, c'est l'approche qu'on fait, même si c'est un casting sauvage, comme on le dit, mais avoir cette approche-là d'observation, ensuite l'intégrer dans ses amitiés avant de lui proposer ce rôle. Et ça, c'est... L'autre aspect aussi, c'est s'intéresser aux arts plastiques. Djibril Diop Mambéty s'intéressait beaucoup aux arts plastiques. Et pour preuve, il avait comme ami comment dire encore, Ibou Diouf, il avait pour ami Ibou Diouf. Okay? Il avait aussi d'autres amis qui étaient vraiment des artistes plasticiens qu'il fréquentait. Et ça, c'est intéressant, ce qui vous donne quand même une certaine expérience. Il y avait Seydou Bari dans ses amitiés aussi, qui était un grand artiste plasticien. Donc vous voyez, l'esthétique, le théâtre et tout cela, c'est Djibril Diop Mambéty. C'est qu'il faut analyser ses œuvres dans ce territoire multiple, mais qui nourrissent effectivement la filmographie de quelqu'un qui se dit aussi artiste. Et c'est pour cela que je dis aussi, dernière recommandation peut-être pour les jeunes, que ce qu'ils peuvent apprendre
de Djibril Dioma Mbéty, c'est aussi de s'intéresser aux arts plastiques. Parce que les arts plastiques, c'est quoi? C'est un encadrement. C'est quoi? C'est effectivement le cadre défini par la caméra. Et quoi? Les arts plastiques, c'est un espace vide qu'on vous donne. Et maintenant, vous allez y faire vivre des personnages, bien des éléments de la nature. Et tout ce que vous y mettez a un sens. Ce n'est pas par hasard que vous allez peindre quand même un arbre. Au-delà de cet aspect physique de l'arbre, il y a toute une mythologie, il y a quand même les relations que vous avez avec cet arbre-là, le souvenir que cela vous donne, les histoires qu'on vous a racontées sur ce baobab que vous peignez, et tout cela rejaillit dans votre manière aussi de peindre. Donc, effectivement, s'intéresser pour un jeune aux arts plastiques, ça veut dire c'est se nourrir d'une esthétique cinématographique qui peut vous servir effectivement dans la cinématographie. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant de l'apprendre dans la relation qu'un réalisateur peut avoir avec l'art cinématographique. Et ça, c'est intéressant à voir. Une dernière chose, la qualité que le fait que Djibril Dioma Mbéty ait été un comédien de théâtre, c'est l'occupation de l'espace, la mise en scène. C'est comment faire vivre un espace, comment se faire déplacer effectivement un comédien dans cet espace qu'on a déjà défini. Et ça, on l'apprend effectivement au théâtre, la mise en scène. Et ça, c'est vraiment très intéressant à faire. Mais au-delà effectivement de cette mise en scène, il y a la dramaturgie. Et ça, c'est important pour un réalisateur. La dramaturgie, je l'ai évoqué, dans l'analyse du personnage. Comment donner une profondeur psychologique à ce personnage. Et pas seulement de lui dire, tu joues un gueux, bon, il vient avec des habits déchirés, etc. Mais quel personnage qui rentre dans le cadre qui a été défini, dans l'histoire qui se raconte, tout cela, ça se travaille psychologiquement. Et c'est pour cela que la dramaturgie est importante. C'est comment donner de l'émotion quand on filme. Ce n'est pas seulement un aspect joli, un film peut être magnifique dans sa plasticité, mais être fade dans le jeu de ses acteurs, parce qu'il n'y a pas de profondeur psychologique. Et ça gâche effectivement tout le charme d'un film. Si les comédiens jouent faux, même si le cadre est joli, si la photographie est belle, il y a quand même quelque chose qui se perd dans cette intensité dramatique qu'on a voulu chercher. Il y a des questions qu'on peut se poser à propos de Djibril Dioma Mbéty. Comment effectivement se fait-il que quelqu'un qui n'a pas fait une école de cinéma puisse être aujourd'hui, en tout cas, être un phare de notre cinématographie. Je crois que déjà, je ne dis pas l'avantage, mais le fait de ne pas faire une école cinématographique, d'abord vous libère des contraintes des règles académiques. Donc, bon, vous n'êtes pas engossé, vous n'êtes pas enfermé dans ces règles cinématographiques. C'est le cas de Sembène, c'est le cas aussi de Djibril Dioma Mbéty, ils n'ont pas fait d'école, contrairement à des gens comme Paulin Soumanou Vieira, comme Ababacar Samb, qui était parti en Italie. Et ça, effectivement, je crois que ça vous donne une certaine liberté, d'avoir le choix d'essayer ce que vous croyez être vraiment votre ressenti par rapport à la création. Deuxième aspect aussi, c'est que vous êtes curieux de tout, puisque vous créez, vous n'êtes pas, même si vous avez des références, etc., mais comment ces références-là, vous allez vous l'approprier. Et ça aussi, c'est, je crois, que l'intelligence qu'a eu aussi Djibril Dioma Mbéty. À preuve, c'est Ien. Quand vous prenez quand même Ien, mais je dis que c'est d'une audace, c'est tellement merveilleux de voir que quelqu'un qui ne parle pas allemand, quelqu'un qui prend une pièce de théâtre, Le Retour de la vieille dame, écrit par un Suisse alémanique, Dürrenmatt, cette pièce de théâtre qui a été l'objet d'un film dans les années 50, qui a eu du succès, et vous avez l'audace d'aller taper à la porte quand même de ce réalisateur, de ce dramaturge qui est Dürrenmatt, frapper à sa porte et lui dire, bon écoute, je veux faire une adaptation de votre film. Lui qui n'a pas vu de noir, qui n'était pas amitié à l'Afrique, Mbéty aussi qui ne connaissait pas, qui n'avait pas vu Dürrenmatt, qui ne se sont jamais rencontrés, ça c'était d'abord de l'audace, c'était l'envie. Vous me direz,
quelle est cette envie-là? Peut-être ce qui réunit ces deux, c'était le théâtre, c'est l'amour du théâtre. Parce que Le Retour de la vieille dame, c'est une pièce de théâtre d'abord. Adaptée, une pièce de théâtre adaptée au cinéma. Djibril Diop Mambéty qui le reprend pour l'adapter maintenant au cinéma, ici en Afrique. Et quand vous voyez Le Retour de la vieille dame en film, et quand vous voyez le film de Djibril Diop Mambéty, vous vous dites, mais quel génie, quand même, d'adaptation. Moi, je dis jusqu'à présent, en tout cas, parmi les cinéastes que je connais, c'est que Djibril Diop Mambéty est l'un des meilleurs adaptateurs. En tout cas, si on prend Yen, comment prendre cette thématique de la corruption, effectivement, et de la vengeance, surtout, quand même, des thèmes qui, je ne dis pas appropriés, mais qu'on a déjà exploités en Europe, et vous l'appropriez. Donc, il y a d'abord les thématiques. Et quand on voit Djibril Diop, quand a commencé d'abord par Tuki-Buki, effectivement, Tuki-Buki, c'est quoi? C'est le mirage, et ça, on le montre, le désir d'aller au-delà de votre frontière, comme on le dit, c'est l'immigration, parce que ils font tout pour aller en France. Okay? Mais au dernier moment, il y a un retour aux sources, c'est-à-dire une question de ne pas perdre son identité et de revenir à son identité. C'est ce que fait Mori. Au port, il pouvait effectivement embarquer, puisque sa fiancée est déjà sur le bateau. Mais il a préféré retourner à ses sources. C'était un berger, et ça, effectivement, c'est la recherche, c'est le retour à son identité. On ne doit jamais perdre son identité. Donc ça, c'est une thématique, quand même, qui est une thématique très forte. Comment est-ce qu'on peut renoncer à des mirages et pour garder son identité et se dire que là où je suis né, là où je suis, je peux m'y épanouir. Et ça, c'est intéressant. Le franc, c'est quoi? C'est l'art du jeu. Là aussi, c'est la cupidité. C'est tout. Le fait de miser au lieu d'aller travailler, mais quand même, le jeu. Bon, effectivement, ça nous travaille, ce sont des questions qui nous travaillent. Et ça, c'est, on prend la vendeuse de soleil, c'est contre l'handicap. Le regard que nous avons sur l'handicap, c'est le travail. C'est que chacun peut travailler, quel que soit, et là aussi, aujourd'hui, les Jeux para-olympiques nous le montrent. Contrairement au Sénégal, où tu as un doigt coupé, tu tends la main, en disant mon doigt, ça on le rencontre tous les jours dans les rues. Or, on peut être diminué physiquement et avoir le culte du travail. Et ça aussi, le franc, effectivement, cette bienveillance, cette observation, là aussi. Donc, par rapport à aujourd'hui, c'est vraiment des thématiques fortes que nos cinéastes avaient à l'époque. Parce qu'aussi, ils étaient engagés politiquement ou socialement, quelque part. Mais aujourd'hui, je ne reproche pas à personne, mais tous, nous sommes embarqués dans la consommation, dans la surconsommation, dans le mimétisme, et on ne creuse pas assez les questions fondamentales. Et c'est ça qui fait que nos films manquent peut-être de cette force thématique qui fait que, quelles que soient les époques, on s'attache aussi à ces films-là. C'est Ousmane Sembène, quand on voit quand même qu'il a toujours travaillé sur la femme, ses relations, la place de la femme dans nos sociétés, quel regard nous avons, mais aussi son engagement politique, quand même, est-ce que nous devons toujours tendre la main et ne pas nous occuper nous-mêmes de notre propre développement? Ça aussi, il faut quand même, ce sont des questionnements qu'on doit avoir au cinéma. Donc des thématiques très fortes nous manquent aujourd'hui, qui font que parfois, au-delà de l'esthétique, on a trouvé maintenant des moyens. Effectivement, on n'est plus à l'époque où pour la photographie, il fallait rien n'était automatique, mais tout était manuel. Mais aujourd'hui, si vous loupez une photo, c'est parce que vraiment vous êtes un manchot, excusez-moi du terme. Parce que l'appareil a déjà tout réglé. Il fallait tout simplement appuyer. Mais il reste maintenant notre part de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait avec cet outil-là? Ce n'est pas l'outil qui fait, mais c'est parce qu'on a pensé à une chose qu'on utilise l'outil adéquat pour effectivement nous exprimer. Ce n'est pas parce que j'ai la dernière caméra que je suis un grand réalisateur. Non, vous êtes un grand réalisateur parce que vous savez où vous allez, vous avez choisi votre thématique, vous savez ce que vous avez envie de dire à celui qui vous regarde. Et comment faire ce link entre vous et le spectateur, celui qui vous regarde. Comment vous le prenez, effectivement, pour qu'il s'intéresse aussi à ce que vous lui communiquez. Et ça,
c'est intéressant à savoir dans l'analyse actuelle de nos films, des thématiques qui sont fortes, qui nous permettent effectivement de passer le temps. Je ne dis pas tout, dans nos cinématographies, il y a des réalisateurs qui ont des thématiques qui sont assez fortes. Bien que parfois, peut-être que c'est l'esthétique, peut-être que c'est d'autres éléments qui font qu'ils n'ont pas l'attrait que le film de Djibril Diop Mambéty, de Ousmane Sembène, de Ababacar Samb avaient, avec leur engagement politique, avec leur regard sur aujourd'hui la transformation de notre société. Ça manque beaucoup aux jeunes aujourd'hui. Et regardez comment évolue le monde, s'intéresser à la géopolitique. Peut-être ça peut nous éviter ce mimétisme-là, parce que nous ne sommes plus, je le dis, nous ne sommes plus à l'heure du progrès. Nous sommes à l'heure de la consommation. Tout ce que l'on fait, c'est la consommation. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'on a inventé? Tout ce qu'on devait inventer, là, on l'a inventé. On s'adapte effectivement à cette avancée technologique. Aujourd'hui, tous pris comme des consommateurs. Et si nous nous faisons gaffe, nous ne faisons que manger, avaler, avaler, avaler. Et le temps de réflexion, on le met de côté. Il y a certains qui réfléchissent pour nous et qui nous donnent, on avale, etc. Mais le jugement critique, le recul critique, ça nous manque, ça manque beaucoup à nos trucs. Or, ces devanciers avaient quand même, parce qu'ils étaient engagés politiquement, ils étaient engagés dans la géopolitique du monde, peut-être qu'ils avaient aussi ce regard assez, disons, fort sur ce qu'ils faisaient et sur aussi les thématiques qu'il y avait aussi. Et ouais. En plus de ça, il y avait une solidarité quand même africaine, des cinéastes aussi incarnés par la Fédération panafricaine du cinéma. Ces lieux-là, peut-être ces regroupements qui sont forts, qui définissent peut-être le cinéma à faire, ou en tout cas les orientations de notre cinématographie, manquent peut-être aussi à ces jeunes-là. Mais il y a bien sûr des associations, mais est-ce que dans ces associations-là, on y parle de contenu? Je ne dis pas mais de faire du niartou tout simplement. Oui, l'État ne nous a pas donné ça, l'État devrait faire ça, l'État, etc. Mais une réflexion sur le cinéma qu'on va faire. Mais c'est à quoi sert aussi une association? De regarder les films, de pouvoir les analyser, de pouvoir nous interroger ces réalisateurs-là, de questionner leurs films, indépendamment de ce qu'en disent les réalisateurs. Et ça, je crois que c'est important aussi pour notre cinématographie actuelle. Et ça, je le pense profondément. Le coup de cœur des films de Djibril Diop Mambéty, pour moi, c'est difficile un peu à déterminer. Bon, bien sûr, il y a le film culte Touki Bouki, qui, pour nous autres critiques de cinéma, nous permet vraiment d'analyser, de décortiquer par effectivement cette liberté dont je parle, par cette dérision aussi qu'il met en jeu dans ces autres films. Mais quand on voit Touki Bouki, disons que c'est plus pour ceux qui ont une connaissance peut-être approfondie, qui connaissent les grands classiques de notre cinéma, parce que Djibril Diop Mambéty, j'ai oublié de le dire, Djibril Diop Mambéty fréquentait aussi le ciné-club du Centre culturel français, où on y projetait Buñuel, Satyajit Ray, l'Indien, quand même, qui était un grand film, où il y avait aussi Buñuel, l'Espagnol, où il y avait vraiment les grands réalisateurs. Mais ça relevait un peu du cinéma d'auteur. Bon, donc des films que le public, le grand public, n'avait pas l'habitude de voir, ou bien qui sont peut-être, qui ne sont pas dans cette linéarité, effectivement, Touki Bouki, comme élément d'analyse, comme film très fort, film culte. L'IN me passionne par ce que j'ai dit, cette force d'adaptation d'une œuvre, mais aussi comment africaniser, entre guillemets, une adaptation occidentale, et quand on le voit, vraiment nous rappelle effectivement l'Afrique, et par d'abord le choix des comédiens, par les costumes, par l'espace aussi le décor de ce film-là, mais également par les dialogues. Donc ça aussi, c'est un film que je retiens effectivement parmi ces deux grandes compositions. Mais disons que Contrast City m'amuse beaucoup de par l'acuité du regard de Djibril Diop Mambéty.
Et ça, c'est intéressant. On parlait des jeunes réalisateurs, c'est de se promener dans la ville et d'observer des éléments. C'est ce que fait Alain Gomis avec Tay. Donc, le fait de mettre en scène une ville, non plus des comédiens, mais de mettre en scène une ville, ça, c'est intéressant, effectivement, avec Contrast City. De l'observation, de ce que représente, de personnifier les bâtiments, effectivement, et d'en faire de vrais acteurs d'un récit. Et ça, je crois que c'est intéressant. Affection pour la vendeuse de soleil, par son regard, effectivement, sur l'handicap qu'il jette, mais aussi le courage qu'il donne aux gens qui sont frappés par des handicaps. Et c'est un film que les jeunes aiment beaucoup, aussi bien le franc étant un peu dans sa structuration un peu plus complexe que la vendeuse de soleil, que les jeunes adorent beaucoup. Mais la vendeuse de soleil nous révèle l'humanité de Djibril Diop Mambéty. Voilà une jeune, dans la réalité, je dis, qui accompagnait sa grand-mère, qui mendiait parce qu'elle était aveugle, repérée par Djibril Diop Mambéty, qui l'a accompagnée, comme je dis, quand il choisit, qui est parti voir sa grand-mère en disant que bon, je veux que vraiment ta petite fille puisse jouer dans mes films. Et tout ce que la fille a gagné, Djibril Diop Mambéty l'a conseillé de l'investir dans ses études, etc., de l'accompagner aussi. Et elle est devenue, je crois, une couturière aujourd'hui, salie. Mais en tout cas, a pu, avec la générosité de Djibril, avec les conseillers, Djibril Diop Mambéty ne l'a pas laissé comme ça en rade en disant tu as joué, bon après, merci, je m'en vais. Mais non, mais l'a accompagné. Comme Djibril Diop Mambéty, on s'est rencontrés partout dans les festivals. Hein. On s'est rencontrés en Suisse, à Locarno, on s'est rencontrés en Europe quand il préparait ses films. On s'est rencontrés aussi ici à Dakar, au Festival Pro, etc. Bon, forcément, il y a quand même des anecdotes, mais genre, je vais vous dire une chose. Un jour, je voulais effectivement interviewer Djibril Diop Mambéty. Et je lui dis, Djibril, bon, écoute, vraiment, il faut qu'on fasse une interview. Il me dit, oui, écoute, d'accord, parce que je m'apprête à aller en Afrique du Sud, mais on peut se rencontrer au bar de la Poste. Comme ce n'était pas loin du Sud, okay, on était à l'immeuble Fad, je dis ok. Il me dit quelle heure? Il me dit oui, à 10 heures si tu veux. Bon, je lui dis oui, ok. Et j'arrive à 10 heures, le barman me dit oui, Djibril était là, il me demande de l'attendre 5 minutes, il doit venir, etc. J'attends 5, 10, 20 minutes. Bon, je dis bon, peut-être, et je dis, je vais revenir en tout cas pour voir s'il est là. Vous lui dites que je suis parti au journal, mais je vais revenir. Donc, 30 minutes, 45 minutes après, je reviens, il me dit, oui, il est revenu. Ensuite, il me dit de l'attendre quand même parce qu'il est parti faire des affaires. J'écris, Djibril, toi aussi, 3 points de suspension, je le laisse et puis je vais travailler, je ne suis pas revenu. Voilà. On se rencontre quelque part après son voyage de l'Afrique du Sud. Il me rencontre et il se met à rire. Il dit, mais Djibril, quand même, je t'ai toujours dit, moi, je ne fais pas partie de ton fans club. Il commence à rigoler, quoi. Et il me sort effectivement le mot que je lui avais dit. En fait, il l'avait pris, il l'avait mis dans son calepin pour lui dire, bon, après, il m'a dit, mais def ma date, quoi. Parce que je n'ai rien dit, je lui ai dit, et Djibril, et j'ai mis 3 points de suspension, point, et puis je suis parti. Il avait tout compris de ce que j'avais dit, quoi. Parce qu'il jouait, parce que pour lui aussi, la vie c'est un jeu. Djibril Diop Mambéty, la vie c'est un vaste théâtre, quoi. C'est pour ça qu'il ne prenait pas peut-être au sérieux, bien qu'il soit doué, mais il ne prenait pas la vie vraiment pas au sérieux. Et Djibril Diop Mambéty n'aimait pas aussi qu'on fasse de lui une vedette. Et ça, je l'ai constaté, il a chassé beaucoup de gens, repoussé plutôt beaucoup de gens qui voulaient en faire Djibril Diop vedette, en fait, vedette, etc., qui l'approchaient, qui voulaient. Il ne supportait pas ça. Non, il était franc dans ses, comme il le dit, franc dans ses amitiés. Et vraiment, c'est ce côté-là. Si, il n'aimait pas vraiment qu'on le prenne pour, je ne sais pas, qu'on le déifie. Bon. Et ça, c'était aussi son caractère. Mais intérieurement, je sais qu'il était révolté. Bon, pourquoi, le pourquoi, maintenant, il faut effectivement analyser ses œuvres. Bon, il y a des interviews où il me le dit pourquoi. Bon.
Quand je le publierai, peut-être vous le saurez. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.